La boîte en carton tremblait dans les mains d'Alexandre Moreau, tandis qu'il marchait sous la chaleur torride de l'après-midi. 42 ans, père célibataire. Viré ce matin pour avoir sauvé le mauvais patient. Dans son portefeuille, 12 € restaient. Juste assez pour le dîner de Lucas. Pas assez pour le trajet en bus. 15 kilomètres s'étendaient devant lui, sous le soleil impitoyable. Il calculait si les pâtes ou le riz nourriraient plus longtemps son fils de 8 ans quand le son déchira l'air. Un rugissement assourdissant qui fit trembler le sol sous ses chaussures en cuir usé. 2 hélicoptères massifs descendirent du ciel, le vent soulevant les débris dans le chaos, les gens se dispersant dans la panique. Les portes s'ouvrirent violemment. Des hommes en uniformes médicaux d'urgence sautèrent, scrutant la foule avec une urgence désespérée. Puis l'un d'eux le pointa directement et cria des mots qui n'avaient aucun sens. « Où est le docteur? Où est le docteur Alexandre Moreau? » Il y a 4 heures, il ne valait pas la peine d'être gardé. Maintenant, ils le traquent avec des hélicoptères. Cette histoire va vous prouver que parfois, faire ce qui est juste coûte tout, mais rapporte infiniment plus. Si vous êtes prêt pour cette histoire de rédemption médicale, écrivez dans les commentaires d'où vous regardez cette vidéo. La matinée avait commencé comme n'importe quel mardi à l'hôpital Grace Mémorial. Alexandre se lavait les mains avec une précision méthodique. La montre à son poignet, dernier cadeau de Lisa avant que le cancer ne l'emporte, attrapait la lumière. La femme âgée sur la table, Madame Dubois, avait été amenée avec une hémorragie cérébrale massive. 63 ans, pas d'assurance, pas de famille. Tous les autres chirurgiens avaient refusé. Trop risqué, pas assez rentable. Mais Alexandre avait vu une chance de se battre. La chirurgie était dans sa phase critique quand les portes s'ouvrirent violemment. Dr. Harrison, le directeur de l'hôpital, entra, son visage rouge de colère. « Dr. Moreau, j'ai besoin que vous arrêtiez immédiatement. Nous avons un cas VIP qui nécessite cette salle d'opération. » Les mains d'Alexandre ne cessèrent jamais de bouger, ses yeux fixés sur les vaisseaux délicats qu'il réparait. Sa voix resta stable. « Je sauve une vie ici, directeur. Votre VIP peut attendre 30 minutes. » La voix d'Harrison tomba à un murmure dangereux. Ce VIP, c'est le fils du sénateur Bradford. Il est programmé pour une procédure esthétique qui était réservée depuis des semaines. Cet hôpital fonctionne sur les relations, Moreau, sur l'argent. La mâchoire d'Alexandre se tendit, mais ses mains restèrent stables. Ma priorité est les femmes autistes et la femme dont le cerveau est exposé sur cette table. Elle mérite de vivre. Ce n'est pas négociable. 27 minutes plus tard, les signes vitaux de Madame Dubois se stabilisèrent. Dans la salle de désinfection, Alexandre ouvrit son casier pour trouver la photo de Lucas collée à l'intérieur, le sourire édenté de son fils et un dessin étiqueté « Mon papa sauve les gens » au crayon. Harrison l'attendait dehors avec un agent de sécurité. « Dr. Moreau, votre emploi est terminé avec effet immédiat. Vous ne pouvez pas travailler dans le cadre d'un établissement de santé moderne. » La voix d'Alexandre resta calme. « Vous voulez dire que je ne laisserai pas l'argent déterminer qui vit et qui meurt? » Le directeur lui tendit une lettre de licenciement déjà signée. « Vous avez 15 minutes. » Alexandre fit ses bagages lentement. La photo de Lucas, ses certificats médicaux, des cartes de remerciement de patients. Une écrite de la main d'un enfant. « Merci, Dr. Moreau, d'avoir sauvé mon papa. Je t'aime, Amy, 6 ans. » Ses collègues avec qui il avait travaillé pendant 6 ans évitaient par son regard. Il sortit en portant tout ce qui comptait dans une boîte en carton. Petit popo. Debout dans le hall de l'hôpital, Alexandre leva les yeux vers le bâtiment de 12 étages où il avait passé 6 ans à construire une vie. Il se souvenait de son premier jour. Lucas, à peine 3 ans. Lisa morte depuis seulement 3 mois. Maintenant, à 42 ans, il recommençait. Sa voiture avait été saisie 2 mois plus tôt, quand il avait choisi les frais scolaires de Lucas plutôt que le paiement du prêt. Son écran de téléphone était brisé.
L'application ne se chargeait pas. Il vérifia son portefeuille. 12,37 €. Le bus coûterait 9 € aller-retour. Cela laissait 3 € pour le dîner. Lucas avait demandé une pizza ce matin. Alexandre avait promis, sachant que c'était un mensonge. La marche le mènerait à travers le quartier industriel, 15 km en chaussures de ville, jamais faite pour la randonnée. Alexandre ajusta sa prise sur la boîte et commença à marcher. La sueur trempa sa chemise dans le premier kilomètre. Les chaussures en cuir frottaient contre ses talons, des ampoules se formant à chaque pas. Il pensa à Lisa, comment elle avait affronté sa tumeur au cerveau avec courage, même quand il ne pouvait pas se permettre la chirurgie. Les médecins avaient été désolés, mais fermes. Sans argent, il n'y avait pas d'option. C'est alors qu'il avait fait son vœu. Personne d'autre ne mourrait parce qu'il ne pouvait pas payer. Au kilomètre 3, la gorge d'Alexandre était comme du papier de verre. Un dépanneur brillait devant, promettant de l'eau froide et la climatisation. Il s'arrêta à l'entrée, sentant l'explosion d'air frais. Sa main toucha son portefeuille. 12 €. S'il achetait de l'eau pour 2 €, cela laisserait 10 € pour le dîner de Lucas. Toujours pas assez pour une pizza. Il se détourna et continua à marcher. Un arrêt de bus apparut devant. Alexandre s'effondra sur le banc, regardant les gens monter dans le bus qui arrivait, voyant leur soulagement d'échapper à la chaleur. Il aurait pu être dans ce bus, aurait pu être à la maison en 20 minutes. Mais alors Lucas aurait mangé du riz avec de la sauce soja pour le dîner. Encore. Alexandre se leva et continua à marcher, ses jambes protestant à chaque pas. Au kilomètre 5, Alexandre repéra un téléphone payant devant une station-service. Il composa le numéro de l'école avec sa dernière pièce. La voix de Lucas arriva, brillante et impatiente. « Papa, j'ai eu un A sur mon projet scientifique. Madame Peterson a dit que c'était le meilleur de la classe. Peux-tu m'aider avec mes devoirs de maths ce soir? » La gorge d'Alexandre se contracta. « C'est incroyable, mon pote. Bien sûr, je serai là. Écoute, je vais rentrer un peu tard ce soir, mais quand j'arriverai, nous ferons les devoirs ensemble et je préparerai ton dîner préféré. » L'excitation de Lucas revint. « Vraiment, spaghetti avec boulettes de viande? » Les mots transpercèrent Alexandre comme un couteau. « Oui, mon fils, spaghettis avec boulettes de viande. » Un autre mensonge. Il avait assez d'argent pour des pâtes et de la sauce bon marché. Pas de boulettes de viande. « Je t'aime, papa. » La voix de Lucas résonnait de confiance pure. « Je t'aime aussi, Lucas, plus que tout. » Alexandre raccrocha et se pencha, les mains sur les genoux, essayant de respirer à travers la douleur dans sa poitrine. Il venait de mentir à la seule personne à qui il avait juré d'être toujours honnête. Les larmes brûlaient derrière ses yeux, mais il les refoula. Il se redressa, prit sa boîte et continua à marcher. Au kilomètre 7, la vision d'Alexandre commença à se brouiller sur les bords. La déshydratation s'installait. Ses pieds étaient en feu. Chaque pas envoyait des douleurs aiguës à travers ses talons où les ampoules avaient éclaté. Mais il continua à marcher parce qu'abandonner était impensable. Un petit parc apparut. Alexandre s'effondra sur un banc, posant finalement la boîte. Il l'ouvrit, les mains tremblantes, et sortit le contenu. La photo de Lucas, sa licence médicale, des lettres de patient, une petite enveloppe contenant la dernière lettre de Lisa. Il l'ouvrit soigneusement, bien qu'il l'ait lu 1000 fois. L'écriture tremblante de Lisa. « Alexandre, tu as un don. Ne laisse pas ce monde te l'enlever. Ne les laisse pas te faire choisir entre être un bon médecin et être un bon homme. Promets-moi que tu continueras à sauver les gens. C'est qui tu es. Lucas a besoin de voir ce genre d'homme. Je vous aime pour toujours tous les deux. Lisa. » Alexandre plia la lettre, la pressant contre sa poitrine. Les larmes percèrent coulant chaudes sur son visage. Il avait tenu sa promesse à Lisa. Il avait sauvé les gens. Il avait refusé de compromettre. Et qu'est-ce que cela lui avait coûté? Tout. Sa femme partie.
Sa carrière détruite, son fils mangeant des pâtes bon marché pendant que d'autres enfants mangeaient de la pizza. Peut-être que tout le monde avait raison. Peut-être que les principes étaient un luxe qu'il ne pouvait pas se permettre. Mais alors il pensa à Madame Dubois allongée sur cette table. Elle serait morte pour que quelqu'un puisse se faire refaire le nez. Alexandre essuya ses yeux. Non, il avait fait le bon choix, même si cela signifiait marcher 15 kilomètres. Même si cela signifiait mentir à Lucas. Certaines choses valaient la peine de se battre. Alexandre se leva, ses jambes manquant de céder, et prit la boîte. 3 kilomètres de plus. Le soleil commença sa descente, peignant le ciel en orange et rouge. Son ombre s'étirait longue à côté de lui. Au kilomètre 9, chaque pas nécessitait un effort conscient. Il comptait les pas quand les kilomètres semblaient trop loin. 100. Puis encore. La boîte semblait peser 50 kilos. Les rues familières de son quartier apparurent finalement. Presque à la maison, presque là. Il se permit d'imaginer le sourire de Lucas, les bras tendus pour un câlin. Cette image le tira en avant, pas après pas agonisant. Il était à 2 pâtés de maison de leur appartement quand le son fendit l'air. Un rugissement profond et grondant qui semblait venir de partout. Alexandre leva les yeux tandis que 2 hélicoptères massifs apparurent au-dessus des toits, leurs rotors battant l'air en spirale violente. Ils descendirent rapidement, leurs feux d'urgence clignotant rouge et blanc. Les gens sortirent des maisons, pointant et criant, les enfants se couvrant les oreilles. Les hélicoptères descendirent plus bas et en rang plus bas. Sauts de réponse médicale d'urgence de l'État peints sur leurs côtés. Le vent des rotors soufflait dans la rue avec une force d'ouragan, arrachant les feuilles des arbres, envoyant les poubelles rouler. Alexandre resta figé, incapable de traiter ce qu'il voyait. Les 2 hélicoptères touchèrent le sol au milieu de la rue, écrasant l'asphalte sous eux. Les alarmes de voitures hurlèrent. Les feux d'urgence peignaient tout en rouge et blanc. Les portes s'ouvrirent violemment avant que les rotors ne se soient complètement arrêtés. Des hommes en uniformes médicaux d'urgence sautèrent, 10, peut-être 12, bougeant avec une précision militaire. Médecins en blouse blanche, ambulanciers, personnel de sécurité. Ils se dispersèrent rapidement, scrutant la foule avec des yeux urgents et désespérés. L'un d'eux mit ses mains en coupe autour de sa bouche et cria « Où est-ce le docteur? Où est-ce le docteur Alexandre Moreau? » Le nom frappa Alexandre comme un coup physique. Son nom. Il le cherchait. La boîte en carton glissa de ses doigts, répandant son contenu sur le trottoir. Il resta là, chemise trempée de sueur, visage brûlé par le soleil, pieds saignants, fixant la scène impossible. Il y a 4 heures, il avait été viré. Maintenant, 12 personnes étaient arrivées dans 2 hélicoptères d'urgence de l'État en criant son nom. Le jeune ambulancier le repéra. Là, c'est lui, Dr Moreau. Une figure émergea de l'hélicoptère de tête. Un homme dans la soixantaine, cheveux argentés, costume cher, mais son visage était brut de terreur et d'espoir désespéré. Il courut vers Alexandre, ses chaussures polies claquant contre l'asphalte. L'homme attrapa les épaules d'Alexandre, ses mains tremblant. « Dr Moreau, Dieu merci, nous vous avons trouvé. Nous vous cherchons depuis plus d'1 heure. » L'esprit d'Alexandre se sentait léthargique. La poigne de l'homme se resserra. « Je suis Douglas Wheeler. Gouverneur Douglas Wheeler. J'ai suivi votre carrière pendant 10 ans. Chaque article que vous avez publié, chaque technique que vous avez développée, chaque cas impossible que vous avez sauvé. » La voix du gouverneur Wheeler se brisa, des larmes coulant sur son visage. « Ma fille Melissa, elle a 13 ans. Accident de voiture il y a 90 minutes. Traumatisme crânien grave avec hémorragie multiple. Nous avons fait venir par hélicoptère tous les meilleurs neurochirurgiens de 3 régions au centre médical de l'État. Chacun d'eux a regardé ses scanners et dit la même chose. Impossible. Trop de dommages. Même s'ils essayaient, elle serait en état de mort cérébrale. » Les instincts professionnels d'Alexandre traversèrent le brouillard. Traumatisme crânien. Hémorragie multiple, sensible au temps. Douglas Wheeler pressa.
Mais je sais ce que vous pouvez faire. Je connais la technique microchirurgicale que vous avez développée. Celle que vous essayez de faire approuver depuis des années. Celle qui utilise l'hypothermie ciblée combinée à la reconstruction microscopique des vaisseaux. Tous les hôpitaux l'ont rejetée comme trop expérimentale. Cette technique est laissée à la seule chance de Melissa. Elle a peut-être 30, peut-être 40 minutes avant que le saignement devienne irréversible. Le gouverneur tomba à genoux là, dans la rue. Cet homme puissant qui gouvernait des millions, agenouillé devant un médecin viré en chaussures abîmées. Sa mère, nous l'avons perdue à cause du cancer il y a 2 ans. Melissa est tout ce qui me reste. S'il vous plaît, Dr. Morrow, s'il vous plaît, sauvez ma fille. Je vous supplie. La foule était devenue silencieuse. Alexandre regarda vers le bas, le gouverneur agenouillé devant lui, puis vers les hélicoptères, puis vers ses propres mains. Ses mains que Memorial Grace avait jugées pas assez précieuses. Ses mains qui étaient apparemment le seul espoir d'une fille de 13 ans. La voix d'Alexandre sortit rauque mais stable. Combien de temps? Douglas Wheeler leva les yeux. 30 à 40 minutes avant des dommages irréversibles, peut-être moins. Alexandre sentit son esprit professionnel se mettre en marche, l'épuisement tombant. 30 minutes signifiait qu'ils avaient dépassé l'heure dorée. Ce serait la chirurgie la plus difficile de sa carrière. Il se pencha, ramassant le contenu éparpillé. Il prit la photo de Lucas, regardant ce sourire édenté. Si c'était Lucas sur une table d'opération, que voudrait-il? Il voudrait que quelqu'un essaie, que quelqu'un se soucie plus de sauver son enfant que de n'importe quoi d'autre. Alexandre glissa la photo dans sa poche et regarda le gouverneur Wheeler. « Allons-y. Chaque seconde que nous perdons, c'est du tissu cérébral que nous ne pouvons pas sauver. » Il tendit sa main. Douglas Wheeler l'attrapa comme une bouée de sauvetage, se tirant vers le haut, un sanglot s'échappant de sa gorge. L'équipe médicale se mit en action, formant un cercle protecteur autour d'Alexandre. Un ambulancier lui tendit de l'eau. Alexandre but profondément alors qu'il se dirigeait vers les hélicoptères. Ils montèrent dans le compartiment passager, un centre de commandement médical mobile avec tablettes et équipements. Le gouverneur Wheeler monta après lui, suivi de 2 médecins et une infirmière. La porte claqua. La voix du pilote grésilla. Centre médical de l'État, priorité 1, était à 18 minutes. Les rotors tournèrent par Kianen plus vite, et Alexandre sentit l'hélicoptère décoller. À travers la fenêtre, il pouvait voir son quartier rétrécir en dessous. La rue où il avait marché 15 kilomètres, l'appartement où Lucas s'attendait. Une tablette fut poussée dans les mains d'Alexandre. Voici les scanners de Melissa Assa mis à jour il y a 7 minutes. Les yeux d'Alexandre bougèrent sur l'écran. Les dommages étaient catastrophiques. Hémorragie multiple dans les lobes, temporaux et frontaux, gonflement sévère comprimant le tronc cérébral. N'importe quel chirurgien comprendrait pourquoi d'autres avaient refusé. Ce n'était pas de la médecine, c'était une tentative de miracle. L'esprit d'Alexandre commença à construire une approche chirurgicale, identifiant le chemin critique qui pourrait donner une chance à cette fille. Douglas Wheeler était assis en face de lui, mains jointes, jointure blanche. « Dr. Morrow, j'ai besoin que vous compreniez pourquoi j'ai suivi votre carrière si obsessionnellement. J'ai passé 10 ans à essayer d'honorer le genre de médecin que vous êtes, quelqu'un qui se soucie vraiment de sauver des vies plutôt que de faire de l'argent. J'ai poussé une législation pour protéger les médecins qui priorisent les soins aux patients. J'ai financé la recherche expérimentale. Je l'ai fait parce que je crois que la médecine a besoin de plus de gens comme vous. » Il regarda directement Alexandre, les larmes coulant. « Je n'ai jamais imaginé que ma fille serait celle qui aurait besoin d'un médecin assez fou pour tenter l'impossible. » Alexandre sentit quelque chose changer dans sa poitrine. « Je ne suis pas fou, gouverneur. Je crois juste que certaines choses valent la peine de se battre. » Douglas Wheeler hocha la tête. « C'est pourquoi vous êtes ici, c'est pourquoi j'ai envoyé des hélicoptères. Parce que quand ma fille avait besoin d'un miracle, j'avais besoin d'un médecin qui croit encore à se battre pour les gens, pas pour les profits. » Le centre médical apparut.
Un complexe massif éclairé comme une petite ville. L'hélicoptère commença sa descente vers une plateforme d'atterrissage sur le toit. Alexandre pouvait voir les gens qui attendaient, personnel médical, équipement, une civière. La voix du pilote. Atterrissage dans 60 secondes. Alexandre rendit la tablette et prit une respiration profonde. C'était ça. L'hélicoptère toucha terre. Les portes s'ouvrirent violemment. Alexandre sortit dans le chaos organisé. Infirmières criant les signes vitaux, résidents poussant l'équipement. Un médecin senior s'approcha. « Dr. Morrow, je suis Dr. Morrison, chef de neurochirurgie. Melissa Wheeler est en O3. Ses signes vitaux se détériorent, peut-être 25 minutes avant des dommages irréversibles. » Elle marqua une pause. « J'ai lu vos articles sur la reconstruction micro-hypothermique. Ça n'a jamais été approuvé pour usage humain? » Alexandre rencontra son regard. « Ça n'a jamais été formellement approuvé, mais c'est basé sur une science solide et en ce moment c'est la seule option que cette fille a. » Dr. Morrison hocha vivement. « Alors faisons-le. Je vais assister. » Ils se déplacèrent rapidement à travers les couloirs, le gouverneur Wheeler suivant derrière, son visage un masque de terreur. Dans la salle de désinfection, Alexandre se lava les mains méthodiquement. Le rituel semblait familier, réconfortant. Une infirmière l'aida à enfiler l'attirail chirurgical. Il aperçut son reflet, visage brûlé par le soleil, yeux injectés de sang, mais son expression concentrée et déterminée. Il poussa les portes de la salle d'opération 3. L'espace était bondé. Et sur la table, si petite, était Melissa Wheeler, sa tête préparée, les moniteurs affichant ses signes vitaux. Sa pression cérébrale était dangereusement élevée et montait. Alexandre se dirigea vers la table, son épuisement s'évaporant tandis que l'entraînement prenait le dessus. « Très bien, écoutez tous. Nous allons faire quelque chose qui n'a jamais été fait auparavant. Hypothermie induite à 32 degrés pour ralentir les dommages cellulaires, combinée à la reconstruction microscopique des vaisseaux. J'ai besoin de tout le monde au top parce qu'il n'y a pas de place pour l'erreur. Cette fille n'a une chance que si nous exécutons parfaitement. Donnons-lui cette chance. » La chirurgie commença. Les 8 heures suivantes se brouillèrent en intensité concentrée. Chaque vaisseau qu'Alexandre répara était plus petit qu'un cheveu humain. Chaque suture nécessitait la précision d'un horloger. La salle tomba dans le rythme. Bip des moniteurs, instructions tranquilles, instruments passant de main en main. Alexandre travailla avec une concentration absolue, conscient de chaque seconde qui passait. À la 3e heure, un résident chuchota. L'hypothermie fonctionne vraiment. À la 5e heure, Dr. Morrison murmura. Votre technique marche. À la 7e heure, la pression cérébrale de Melissa commença à chuter. Le gonflement reculait, le saignement s'était arrêté. L'heure 8 apporta les étapes finales. Alexandre recula de la table, ses jambes manquantes de céder. Les moniteurs montraient des signes vitaux stables. Battement de cœur fort, oxygène normal, pression cérébrale dans la fourchette. Dr. Morrison le regarda avec révérence. « Vous l'avez fait. » Alexandre vacilla et une infirmière attrapa son bras. « Elle n'est pas encore hors de danger. Les prochaines 24 heures sont critiques. Mais oui, elle a une chance. » Alexandre sortit de la salle d'opération sur des jambes qui fonctionnaient à peine. La zone d'attente était bondée. Gouverneur Wheeler, sécurité, administrateur d'hôpital, la moitié du gouvernement de l'État. Wheeler sauta sur ses pieds. Alexandre baissa son masque et sourit. La chirurgie a été un succès. Melissa est vivante. Elle a une longue récupération devant elle, mais les dommages ont été réparés. Elle va s'en sortir. Douglas Wheeler s'effondra dans une chaise, son visage enfoui dans ses mains, les épaules secouées de sanglots. Autour de lui, les gens éclatèrent en applaudissements et larmes. Alexandre resta juste là, vacillant, sentant 8 heures de chirurgie s'installer dans ses os. Un aide se précipita avec de l'eau. Alexandre but à grosses gorgées. L'administrateur de l'hôpital s'approcha.
Docteur Moreau, nous serions honorés d'avoir quelqu'un de votre calibre dans notre personnel. Le téléphone d'Alexandre vibra. Un texto du directeur de Memorial Grace. Docteur Moreau, nous avons fait une erreur. S'il vous plaît, revenez. Chef de neurochirurgie, nommez votre salaire. Alexandre fixa le message. Son téléphone vibra à nouveau. Un autre hôpital, une autre offre, et encore. La nouvelle s'était répandue. Le médecin viré qui avait sauvé la fille du gouverneur. Sa tête tournait. Une infirmière pressa un sandwich dans ses mains. « Mangez, docteur. » Alexandre mangea mécaniquement, sentant sa glycémie se stabiliser. Le gouverneur Wheeler se composa finalement. « Docteur Moreau, je ne pourrai jamais rembourser ce que vous avez fait. Jamais. Mais je veux essayer. Tout ce dont vous avez besoin, tout ce que vous voulez, c'est à vous. Un poste dans n'importe quel hôpital. Financement de recherche, poste d'enseignement, nommez-le. » Alexandre finit le sandwich. « J'ai besoin d'appeler mon fils. J'ai besoin de lui dire que je vais bien. » Le gouverneur sortit son téléphone. « Utilisez le mien. » Alexandre le prit avec des mains tremblantes et composa. Madame Chen répondit, puis la voix de Lucas petite et anxieuse. « Papa, où es-tu? J'ai peur. Tu as dit que tu serais à la maison à 18h30 et il est presque minuit. » Alexandre ferma les yeux. « Je suis désolé, mon pote. Papa avait une urgence. Une fille avait besoin d'aide. Mais je vais bien et je serai à la maison demain. Je promets. » La voix de Lucas se renforça. « Tu l'as sauvé, papa. » Alexandre sourit à travers l'épuisement. « Oui, mon fils, je l'ai sauvé. » La voix de Lucas vint avec une foi inébranlable. « Je savais que tu le ferais. Tu sauves toujours les gens. C'est ce que tu fais. » Ces mots simples frappèrent Alexandre plus fort que tout. « Je t'aime, Lucas, plus que tout. » Après que Lucas ait raccroché, Alexandre resta assis tenant le téléphone. Le gouverneur Wheeler s'assit à côté de lui. « Vous avez marché 15 kilomètres aujourd'hui, après avoir été viré avec 12 € pour rentrer chez votre fils. Je le sais parce que nous avons suivi votre route. » Alexandre le regarda avec surprise. Wheeler continua. « Et maintenant, vous avez effectué une chirurgie qui a sauvé ma fille, et tous les hôpitaux vous offrent des postes et de l'argent. Mais j'ai le sentiment que rien de cela ne vous importe. Ai-je raison? » Alexandre parla soigneusement. « Ce qui m'importe, c'est de pouvoir faire de la médecine de la bonne façon. Pas de la façon rentable, de la bonne façon. Où les soins aux patients passent en premier, où l'argent ne détermine pas qui est traité, où les médecins prennent des décisions médicales sans que les administrateurs les annulent, pour des raisons financières. Je ne veux pas un énorme salaire. Je veux aider les gens qui ont besoin d'aide. » Douglas Wheeler l'étudia, puis hocha la tête. « Et si vous pouviez avoir exactement cela, pas en tant qu'employé, mais en tant que directeur de votre propre établissement, je le financerais personnellement. Une clinique de neurochirurgie communautaire où aucun patient n'est jamais refusé. Vous auriez une autonomie complète, un équipement de pointe et un salaire qui assure que votre fils puisse avoir de la pizza quand il le veut. » Il sourit légèrement. « Tout ce que je demande, c'est que vous continuiez à être exactement qui vous êtes, un médecin qui se soucie. » Alexandre se redressa, stupéfait. Sa propre clinique. Autonomie complète. Pas d'administrateur annulant les décisions médicales. Pourquoi feriez-vous cela? La réponse de Wheeler était simple. Parce que Melissa est vivante. Parce que vous avez refusé de compromettre vos principes. Le système médical a besoin de plus de médecins comme vous. Si je peux créer un droit, un université ou être un bon médecin et récompensé au lieu d'être puni, alors quelque chose de bien sort du pire jour de ma vie. Oui, dit simplement Alexandre. Oui, je le ferai. Le gouverneur Wheeler eut un sourire authentique. Ils se serrèrent dans de la main. Dr. Morrison s'avança. « Si vous prenez du personnel, Dr. Moreau, j'aimerais être considéré. Ce que vous avez fait ce soir, c'est la médecine que je veux pratiquer. » Le personnel hospitalier trouva Alexandre dans une salle de garde. Il s'endormit presque immédiatement. Quand il se réveilla 6 heures plus tard, la lumière du soleil coulait par la fenêtre.
Il ignora des dizaines de messages et demanda un trajet à la maison, que la sécurité du gouverneur fournit. La voiture s'arrêta devant l'appartement d'Alexandre à 9 heures du matin. Il descendit, ses pieds encore douloureux, son corps raide, mais son cœur plus léger qu'il ne l'avait été en années. Il prit les escaliers lentement jusqu'à sa porte. Sa clé tourna dans la serrure et Lucas vint en courant, se lançant vers Alexandre. « Papa, tu es à la maison? Tu vas bien? » Lucas l'étreignit si fort. Alexandre s'agenouilla, enroulant ses bras autour du garçon, respirant le parfum de son shampoing. « Je vais bien, mon pote. » Lucas recula. « Madame Chen a dit que tu étais aux infos. Elle a dit que tu as sauvé la fille du gouverneur. Elle a dit que les gens t'appellent un héros. » Alexandre lissa les cheveux de Lucas. « J'ai juste fait mon travail, mon fils, mais j'ai besoin de te dire quelque chose. » Il mena Lucas au canapé. « Papa a perdu son travail hier. Ils m'ont viré pour avoir fait un choix qu'ils n'aimaient pas. Mais quelque chose de bien en est sorti. Je vais ouvrir ma propre clinique médicale, un endroit où nous aidons les gens qui ont besoin d'aide, qu'ils puissent payer ou non. » Lucas traita cela, puis demanda « Seras-tu plus à la maison? » Alexandre sentit sa gorge se serrer. « J'essaierai, mon pote, je vais vraiment l'essayer. » Lucas hocha, satisfait. « D'accord. »« Oh, Madame Chen a commandé une pizza hier soir parce que tu étais en retard. Nous t'en avons gardé. Tu en veux pour le petit déjeuner? » Alexandre rit, le son le surprenant par sa joie. Une pizza au petit déjeuner sonne parfaitement. Ils mangèrent de la pizza froide ensemble, Lucas bavardant sur son projet scientifique à l'école. Des choses normales, belles, quotidiennes normales. Alexandre écoutait chaque mot, présent d'une façon qu'il n'avait pas été en moi. La peur et l'épuisement semblaient distants maintenant, remplacés par quelque chose qui ressemblait à la paix. Dans les mois suivants, l'histoire d'Alexandre se répandit à la couverture nationale. Le médecin, qui a été viré pour avoir sauvé une vie puis a sauvé la fille du gouverneur, devint un titre qui provoqua des conversations sur les priorités de soins de santé et l'éthique médicale. Le directeur de Memorial Grace appela pour s'excuser. Alexandre accepta avec grâce, mais déclina leur offre. Le gouverneur Wheeler commença à établir la clinique communautaire de neurochirurgie Moreau. Le financement fut sécurisé. Un emplacement identifié. Un ancien bâtiment médical dans un quartier mal desservi. Équipement commandé. Dr. Morrison rejoignit comme codirectrice. Les candidatures affluèrent de professionnels médicaux qui voulaient faire partie de quelque chose de différent. 6 mois plus tard, Alexandre se tenait devant la clinique nouvellement rénovée. Lucas à ses côtés, regardant le panneau être installé. Neurochirurgie communautaire Moreau. Aucun patient refusé. Les lettres brillaient dans le soleil matinal. Melissa Wheeler, complètement rétablie, se tenait à proximité avec son père, prête à couper le ruban. Les équipes de nouvelles locales s'étaient rassemblées avec des voisins et des professionnels médicaux. Le gouverneur Wheeler parla à la foule. « Il y a 6 mois, j'ai appris à quoi ressemble la vraie médecine. Les meilleurs médecins ne sont pas ceux qui font le plus d'argent. Ce sont ceux qui refusent de compromettre, qui voient les patients comme des personnes plutôt que des centres de profit. Le docteur Alexandre Moreau a sauvé la vie de ma fille. Mais plus que cela, il nous a rappelé ce que les soins de santé devraient être, compatissants, accessibles et concentrés sur la guérison plutôt que sur la facturation. » Alexandre prit le microphone, sentant Lucas serrer sa main. « Je ne suis pas un héros. Je suis juste un médecin qui croit que les soins de santé sont un appel, pas un business. Cette clinique existe grâce à la générosité du gouverneur Wheeler, mais elle représente quelque chose de plus grand. Un engagement qu'aucune personne ne sera jamais refusée à cause de sa capacité à payer. Nous ne pourrons peut-être pas aider tout le monde, mais nous ne refuserons jamais d'essayer. » Melissa Wheeler coupa le ruban avec des ciseaux surdimensionnés, souriant, sa cicatrice chirurgicale à peine visible. Les portes s'ouvrirent et les gens commencèrent à défiler à l'intérieur.
Alexandre marcha à travers l'espace, voyant l'équipement de pointe dans des salles chaleureuses et accueillantes. Tout conçu avec les patients à l'esprit d'en premier. Ce soir-là, Alexandre et Lucas rentrèrent chez eux en marchant dans le quartier. Les mêmes rues qu'Alexandre avait marchées il y a 6 mois, épuisé et vaincu, se sentaient maintenant pleines de possibilités. Lucas sautilla devant, puis revint en courant. « Papa, puis-je venir à la clinique après l'école parfois? Je veux te voir aider les gens. » Alexandre sourit, ébouriffant les cheveux de son fils. « J'aimerais ça, mon pote. » Ils s'arrêtèrent au dépanneur du coin et Alexandre acheta de la glace. Ils s'assirent sur le banc à l'arrêt de bus, mangeant tandis que le soleil se couchait. Le même banc où Alexandre s'était assis, regardant le bus partir sans lui, se demandant comment il nourrirait son fils avec 12 €. « Papa », la voix de Lucas s'était réfléchie. « Madame Peterson dit que tu es un héros parce que tu aides les gens même quand c'est dur. Est-ce que c'est vrai? » Alexandre réfléchit soigneusement. Être un héros, ce n'est pas faire quelque chose une fois, quand tout le monde regarde. C'est faire la bonne chose de manière constante, même quand personne ne le remarque, même quand cela vous coûte. Alors, je ne sais pas si je suis un héros, mais j'essaie d'être un bon médecin et un bon papa. C'est assez pour moi. Lucas hocha, satisfait, et retourna à sa glace. Alexandre regardait son fils, cet enfant incroyable qui avait cru en son père, même quand ce père rentrait chez lui à pied, viré et fauché. Tout ce qu'Alexandre avait fait, chaque choix qu'il avait fait, tout revenait à ce moment. Assis sur un banc avec son fils, mangeant de la glace. L'histoire d'Alexandre Moreau nous rappelle que les vrais héros ne naissent pas dans les moments dramatiques, mais dans les choix quotidiens de faire ce qui est juste malgré le prix. Ce médecin a prouvé qu'être licencié pour ses principes peut devenir la fondation d'un héritage encore plus grand. Sa marche de 15 km sous le soleil brûlant n'était pas une punition, c'était le chemin vers sa vraie destinée. Parfois, les hélicoptères arrivent non pas pour nous sauver de nos épreuves, mais pour nous emmener vers le but pour lequel nous étions destinés. La clinique communautaire d'Alexandre continue d'aider des milliers de patients, prouvant que quand nous refusons de compromettre nos valeurs, nous ne perdons pas seulement un emploi, nous trouvons notre mission. N'oubliez pas de liker cette histoire si elle vous a inspiré et dites-nous dans les commentaires. Que sacrifieriez-vous pour vos principes? Abonnez-vous pour plus d'histoires qui prouvent que l'intégrité finit toujours par être récompensée.